Allô tout le monde, content de vous retrouver. Bienvenue à l'émission. Et cette semaine, à l'Hebdo 4, on traitera du programme phare. Également, on revient sur la marche Terry Fox. Lockpack également qui organise une première à Chandler. Souper bénéfices et fermeture du site du banc de pêche de Passepébiac. On reviendra sur la planification stratégique de la société Alzheimer. Également, on s'est rendu aux portes ouvertes du Carrefour Jeunesse Emploi de Bonaventure et Ariel Babin de la table de concertation des groupes de femmes Gaspésie-Île-de-la-Madeleine nous rend visite. Allô tout le monde, très content de vous retrouver encore une fois cette semaine avec l'arrivée de l'automne. Je vous dis que j'ai perdu des couleurs, mais faites-vous-en pas. À l'émission, on a gardé les mêmes couleurs, question de bien vous divertir, bien vous informer de ce qui s'est passé en 30 minutes dans la dernière semaine. On débute en vous parlant du projet phare du Fonds d'appui au rayonnement des régions. Vous savez qu'ils ont été dotés, ils ont reçu finalement un montant de 100 millions de dollars pour le développement des régions. Et pour en parler, on s'est rendu à Chandler, rencontrer le président de la table des préfets, Guy Galland. On regarde. Il y avait des questionnements par rapport à la reconduction du programme FAIR, puis aussi au niveau de la reconduction du programme d'aménagement des produits forestiers, là, PDAS, qui sont deux programmes qui se terminent cette année pour le 31 mars 2018. Dans le cas du FAIR, il y a eu une dernière rencontre cette semaine pour distribuer les sommes restantes. Puis là, il ne resterait plus de montant, même si le programme se termine le 31 mars. Et on n'a eu aucune communication de la part du gouvernement, comme quoi que le programme serait reconduit. Puis dans le cas du programme PDSA, c'est la même chose. C'est un programme qui se termine cette année, qui était surtout utilisé au niveau, c'est essentiellement forestier, de la part des 5 MRC et les îles. Et là, dans le cas du PDAS et du cas du FAIR, on va quand même faire une démarche au niveau des deux ministres représentants en Gaspésie-les-Îles. Donc, il va y avoir une demande de fait à M. Sébastien Proulx et à M. Germain Chevary pour avoir une rencontre avec eux. On va solliciter une rencontre. La semaine prochaine, c'est la FQM à Québec. Fait qu'on est présent à Québec. Je vais solliciter dès demain des rencontres avec les deux représentants de la Gaspésie et les îles pour voir où ils se situent dans notre démarche pour aller chercher ces deux fonds-là. Dans le cas du FAIR, c'est quand même un programme essentiel qu'on a eu dans la Gaspésie. Là. C'était 6 millions par année, 5 ans, donc 30 millions en tout. Puis ça a quand même amené un investissement de 200 millions par rapport sur les 5 ans. Et c'est quand même 400-450 entreprises qui ont qui ont bénéficié de l'aide du FAIR. Le développement de la sériculture en région, une position qu'on est en train de prendre avec le Bas-Saint-Laurent pour peut-être faire des demandes là, au niveau de la Fédération séricole. Mais pour l'instant, on commence juste à faire des rencontres. On a fait un suivi sur le dossier du chemin de fer qui va très bien. Puis, dans l'ensemble, là, c'est qu'on s'est surtout posé la question aujourd'hui au niveau de la table sur l'orientation qu'on allait prendre dans le futur, sur notre partenariat avec les organismes ou les reconnaissances d'organismes, de quelle façon qu'on allait travailler à la table aussi sur les revendications. Et plus on a de rencontres, on définit vraiment la table comme étant un organe qui va être vraiment dédié à des gestes politiques, comme on pense là, à solliciter le gouvernement pour le faire, pour le PDSA, continuer à travailler dans le dossier du chemin de fer. Donc, c'est des choses là, qu'on travaille. Puis, on a aussi là, le mandat de travailler au niveau du phare. Donc, le nouveau programme là, qu'on a reçu de 1,6 million, c'est les 5 préfets qui siègent au comité directeur. Donc, ici, à la table des préfets élargie qu'on avait aujourd'hui, on a quand même sollicité les autres membres de la table pour regarder avec eux là, et les amener à la même place que nous là, dans la compréhension du programme présentement où ce qu'on en est rendu.
Dimanche le 17 septembre se tenait de Chigaway à Hope la marche Terry Fox, un parcours d'environ 10 km qu'une dizaine de personnes ont décidé de parcourir malgré la journée pluvieuse, froide. Alors, ils ont décidé de braver cette température maussade pour souligner l'événement. On est allé à la rencontre de la mairesse de Hope Town, Linda McWhirter, qui nous résume l'événement et qui nous dévoile le montant récolté. La température n'était pas beau, la pluie, mais on a 10 personnes qui ont marché, qui ont fait le trajet au complet. C'est très bon. Puis on a ramassé 2729 piastres pour la marche Terry Fox. Ça nous amène au total en haut de 35 000 dans 14 ans. Puis il y a deux femmes qui étaient ici, puis vu que cette année, c'est le 37e anniversaire de la marche Terry Fox, ils ont offert de donner un don de 200 piastres chaque si on peut trouver la balance d'autres citoyennes pour rendre notre total à 37 000. Ça veut dire même c'est juste notre 14e anniversaire. Ça, on a donné comme 1000 piastres chaque année pour la marche Terry Fox. Puis à Hope Town, on est très chanceux d'avoir les mêmes bénévoles encore cette année qui étaient là depuis la première marche, puis ils ont toujours été là. On avait le IODE de New Carlisle qui fait l'inscription pour nous autres. Pour le beau souper qu'on a après la marche, c'est l'Église Hope Baptiste, les femmes, plus l'association sportive, plus beaucoup de bénévoles qui nous aident partout. Le monde soit très, très généreux. Très généreux à Hope Town puis les environs, parce qu'on avait eu des participants, malgré tout, de Gascon à Hope. On était juste 10, mais on était bien, chaque municipalité de Hope à Gascon, il y avait une représentante au moins. C'était très bon. Dimanche, après la marche, il manquait 1626 piastres. Là, on est rendu qu'il manque 966 piastres. Avec les dons qui étaient donnés jusqu'à date, à peu près dans 48 heures, 72 heures. On espère, on a jusqu'au 4 octobre, si jamais quelqu'un, on n'a pas été vous visiter pour la marche Terry Fox, vous voulez nous aider à obtenir notre objectif, on serait très contents. Contactez-moi, je peux donner les numéros de téléphone, 418-752-2015 ou Mme Anne McWhirter, à 418-752-5270, pour venir chercher votre don ou on aimerait bien ça. Les personnes intéressées peuvent-ils se rendre directement ici sur place? Oui, ils peuvent rendre directement ici aussi. Merci à tout le monde qui nous a supportés avec les dons. Sans vous autres, on n'aurait jamais ramassé les fonds qu'on a ramassés jusqu'à date. C'est très apprécié parce que la marche, ça continue tous les ans, puis on est toujours là. S'il fait beau, s'il mouille, on est tous là, puis on fait. I'd like to thank everyone who supported the Terry Fox Walk. Without you, we would not have this success that we have every year, and it's greatly appreciated. On se rend à Chandler maintenant, alors que le 28 septembre prochain se tiendra la première journée Mieux-être. C'est organisé par l'OCPAC et cette journée-là se veut finalement une journée de répit pour les femmes atteintes de cancer. L'événement se tenait quand même depuis une quinzaine d'années dans le secteur de la baie des Chaleurs, mais il y avait un manque dans le secteur de la MRC Rocher-Percé. Alors là, c'est réglé le 28 septembre prochain. Pour en parler, c'est Cindy Bugeaud de l'OCPAC. Bonjour Cindy. Bonjour. Là, prochainement, il y a une journée spéciale, très spéciale pour les femmes qui s'en vient. Oui, puis c'est une première à Chandler en plus. C'est la journée mieux-être de l'OCPAC. L'OCPAC qui est l'organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer. Alors, ça fait à peu près 15 ans qu'on l'offre à travers la baie des Chaleurs et on l'a fait pour la Gaspésie au complet depuis à peu près 1 an ou 2. Alors, on l'a fait à Gaspé, Sainte-Anne-des-Monts s'en vient aussi. Et là, on se concentre sur Chandler, donc c'est notre première pour les femmes qui ont vécu un cancer au cours de la dernière année. Et ça se veut une journée bien-être, beauté, de rêve, un moment de répit pour vraiment mieux vivre le quotidien de ces femmes-là. Puis qui repartent un petit peu avec une petite tape dans le dos de se dire, bon, on repart avec une nouvelle énergie avec tout ce qu'ils ont vécu dans la dernière année. Alors, on parle d'estime de soi. On a une conférence le matin à 9 h. Ensuite, on a une nutritionniste qui vient nous parler d'alimentation. Donc, la rémission, comment bien manger, comment bien s'alimenter pendant les traitements aussi. Et on a le dîner qui est payé. C'est une journée qui est gratuite. Et dans l'après-midi, c'est la cerise sur le Sunday, comme on pourrait dire. C'est les esthéticiennes, cosméticiennes des Jean Coutu qui viennent nous parler des soins de la peau, le maquillage, soins beauté, soins bonne mine.
Alors, on a des petites surprises à travers tout ça. On a des belles discussions qui se greffent aussi au cours de la journée. Donc, de 9 h à 3 h, ça se trouve à être au motel Chandler à Chandler. Et c'est gratuit. On a juste besoin d'amener notre sourire et notre bonne humeur. Et c'est vraiment une belle journée pour prendre soin de soi. Et les personnes intéressées à y participer, faut-il qu'ils s'inscrivent avant? Faut-il qu'ils communiquent avec vous? Oui, idéalement, parce qu'on a un maximum de 20 femmes et ils peuvent nous appeler directement à Logpac au numéro sans frais, c'est le 1-888-924-5050 ou sinon le 759-5050 dans le 418. Ça va nous faire plaisir. Si jamais on a plus de femmes qui veulent s'inscrire, bien, on pourra faire une deuxième édition à ce moment-là. On va prendre une liste d'attente, mais on va essayer de faire de la place pour tout le monde. On a connu une saison touristique exceptionnelle cet été en Gaspésie et même si l'automne est déjà débarqué, ben ça ne veut pas dire que les touristes ne sont pas au rendez-vous. D'ailleurs, du côté du site du banc de pêche de Passepébiac, on accueillera 90 autobus avec des tourismes européens au cours des prochaines semaines d'ici le 17 octobre, date de fermeture du site. Et d'ici là, le 1er octobre, se tiendra le souper bénéfice et également la soirée fermeture du site du banc de Passepébiac. Pour en parler, on est allé à la rencontre du directeur général. Cette année, on a décidé de tenir un souper de fermeture, mais en même temps un souper bénéfice pour l'avenir du site, pour aussi faire notre part. On a des projets au site historique et nos bailleurs de fonds, notamment le ministère de la Culture et d'autres bailleurs de fonds régionaux comme la MRC, ils nous aident, ils vont nous aider, ils nous ont aidés dans le passé, mais on doit faire notre part, c'est-à-dire il faut toujours que l'organisme trouve aussi des fonds à même ses propres capacités. Et c'est pour cela qu'on organise un souper bénéfice. C'est un souper animé. L'équipe de l'animation du site et l'équipe de la cuisine et du restaurant et de l'administration, ils vont tous mettre la main à la pâte, soutenus par notre conseil d'administration et notre président Fernand Alain. Alors, c'est un effort commun de l'équipe au complet du site. Je rappelle par cette occasion qu'on est 25 à travailler au site historique. Alors, on fait un effort pour organiser une soirée mémorable qui commence à 5 heures et il y aura une animation surprise. Ensuite, à 6 heures, le souper, un souper traditionnel à la Passepéa. Et c'est une occasion de revoir le site une dernière fois avant la fermeture. On ferme toujours le dernier samedi de septembre et cette année, alors on profite du 1er octobre qui tombe un dimanche d'ouvrir notre restaurant et la salle Thérèse Allard et la salle de spectacle évidemment pour accueillir une centaine de personnes, on espère, et célébrer cette belle saison qu'on a vécue et nous préparer pour la saison 2018. On espère que les 100 billets qu'on va mettre en vente, qu'on pourra les vendre, ça coûte 40 $ par personne. Ça comprend l'animation, ça comprend le souper traditionnel et ça comprend également un vin d'honneur offert par Honda New Richmond. D'ailleurs, un grand merci à notre commanditaire Honda New Richmond qui va fournir le vin pour le repas. Les personnes intéressées, ils communiquent directement avec vous ou y a-t-il un numéro qui peuvent vous rejoindre? Voilà, on peut nous rejoindre toujours au 418-752-6229 ou se procurer des billets directement à l'accueil du site entre 9h et 17h. Sinon, au restaurant L'Ancre, le restaurant du site, qui est ouvert jusqu'à 9h, jusqu'à 21h tous les soirs. Les billets sont disponibles à ces 3 endroits-là à 40 $,
qui vous offre une belle soirée amusante et divertissante et du point de vue culinaire autant que du point de vue animation. La Société Gaspésie et de la Madeleine a profité de la journée de l'Alzheimer pour dévoiler son plan stratégique pour les 5 prochaines années. Même s'ils sont bien implantés depuis nombreuses années dans la région, il y a toujours un défi qui s'impose, comme nous l'explique le directeur général Bernard Babin. C'est un plan stratégique pour les 5 prochaines années. Donc, on parle de 2017-2022. Et on était vraiment fiers de le présenter là, au public. Dans le fond, il y a plusieurs enjeux, que ce soit les ressources humaines, de consolider notre équipe à partir de tous nos points de service et assurer une relève au sein du conseil d'administration, une relève régionale. C'est sûr qu'il y a des enjeux, le savoir-faire, partager nos connaissances au grand public, que ce soit lors de colloques, lors de certains événements. Rencontrer aussi nos proches aidants, être en mesure de leur expliquer c'est quoi les symptômes de la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce qui va se passer au cours des prochaines années. Donc ça fait partie aussi de la planification stratégique. Et le nerf de la guerre, c'est sûr, c'est le développement du financement de l'organisme, de travailler avec nos partenaires là, financiers, surtout avec le réseau de la santé, pour bonifier notre financement récurrent. La grosse activité de financement, c'est la marche. Pourquoi les gens répondent autant à la demande de la Société de l'Alzheimer? Bien, je pense que le fait qu'on a 7 points de service en Gaspésie et 1 aux îles, on a la chance de quand même être bien positionné sur le territoire. On travaille avec les gens, on travaille avec le réseau de la santé, services sociaux, donc je pense qu'on est bien connus et les gens sont contents, sont fiers. Je pense aux bénévoles de s'associer avec nous, donc je pense que ça explique pas mal le succès de la marche. Il va y avoir un nouveau service de répit à Matapédia. Peux-tu m'en parler un petit peu? Oui, on est vraiment content de le mettre en place. Ça commence en début octobre. Il y avait vraiment un besoin là. On parle aussi d'un secteur, Matapédia, les plateaux, population très vieillissante. Donc, on avait déjà 7 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui étaient prêtes à commencer le répit. Donc, on l'offre là, à partir d'octobre. Est-ce qu'il y a une hausse d'inscription des membres depuis les dernières années? Oui, on s'aperçoit depuis 2011 qu'à chaque année, on offre de plus en plus de services. Au cours de la dernière année, c'est près de 500 proches aidants qu'on a rencontrés, près de 300 personnes atteintes qui ont reçu des services. Donc, à chaque année, on voit une croissance. On peut-tu s'impliquer auprès des membres? Est-ce qu'on peut devenir proche aidant ou un genre de bénévole qui se déplace aux résidences, donner un petit coup de pouce? C'est possible de le faire? Oui, bien, je pense que c'est d'appeler au point de service le plus près des gens, que ce soit des bénévoles qui peuvent me donner un coup de main lors de certaines activités, lors de notre colloque, lors de la marche. Effectivement, on a toujours besoin de bénévoles. À la Société Alzheimer, on en compte 600 bénévoles. Peux-tu me parler du 3e colloque qui s'en vient à Chandler prochainement? Oui, on parle du colloque, notre 3e colloque, le 9 novembre à la Villa Pabo. Là, on est vraiment après finaliser notre programmation. Il va y avoir une belle publicité qui va sortir prochainement. Il va y avoir des conférenciers qu'on parle en psychologie, qu'on parle en médiation familiale, également des conférenciers au niveau médical pour parler de la maladie d'Alzheimer. C'est-tu encore tabou, ça, en 2017, l'Alzheimer? Vraiment. Moi, ça me surprend. Même si on en parle, pour certaines personnes, ils sont gênés d'en parler. Puis nous, c'est le rôle de la Société Alzheimer d'essayer de faciliter les choses. Que dire que même si la maladie d'Alzheimer, elle est présente, bien, la vie continue. Même si on est en 2017 avec la sensibilisation qu'on fait actuellement, il y a encore beaucoup de préjugés, beaucoup de tabous concernant l'Alzheimer et j'en discute avec l'intervenante Suzanne Bourget. La personne atteinte d'Alzheimer, elle perd des capacités, oui, mais elle est toujours là. Et nous autres, on martèle le message. Ces gens-là méritent notre respect, toute leur dignité. Elles sont là, puis il faut les inclure dans la communauté. Est-ce que c'est difficile d'inclure ces gens-là dans la communauté? Est-ce qu'il y a comme un tabou envers la population? Oui, vous le dites bien, c'est encore tabou parce qu'il y a encore toujours le mot démence qui fait peur. Il y a beaucoup de peur derrière ça. C'est une maladie qui a d'énormes conséquences pour la personne atteinte et son entourage. C'est dramatique. Donc, ceci étant dit, il ne faut pas s'isoler. Au contraire, il faut bien s'entourer et la personne atteinte et les proches aidants. Il faut vivre ça ensemble. C'est moins lourd. Les enjeux du plan stratégique pour les 5 prochaines années, c'est quoi? Ils sont au nombre de 5. Il y a un enjeu au niveau des ressources humaines parce qu'on est des gens qui travaillons à temps partiel, répartis sur le territoire. Donc, malgré la distance, il faut faire une équipe solide. Il faut s'assurer de la relève.
Deuxièmement, il y a un enjeu face à la clientèle où, comme je vous disais, on martèle le respect de ces gens-là, puis il faut briser l'isolement. Ensuite, face au service, on veut consolider ce qu'on fait déjà de bien, puis rester à l'affût de ce qui se fait de nouveau. On parle des journées réconfort, musique et mémoire. Finalement, oui, ça prend de l'argent pour faire ça, donc il y a un enjeu au plan des sous. Et l'argent qui nous est confié, que ce soit par des subventions, par la marche pour l'Alzheimer, les dons, on veut être responsable et l'utiliser au maximum de la meilleure façon. Finalement, mon préféré, mon coup de cœur, c'est le savoir. Parce qu'on a un savoir, on veut le partager, on veut que notre expertise en formation soit reconnue. On veut aussi être à l'affût de la recherche puis l'expliquer à la population. Puis une des façons, c'est les colloques. On est rendu cette année, on tient le 3e colloque, dont celui de cette année va se tenir le 9 novembre à Chandler. Donc, c'est une façon, on fait venir des experts et on partage cette information-là au public. Tout ça pour démystifier puis mieux vivre avec la maladie. Qu'est-ce qu'on pourra voir dans ce colloque-là? Un peu de planning, est-ce que tu es au courant? Oui, on est en train de le travailler. Il y aura des choses vraiment pour tout le monde. Les gens qui... un accent sera mis sur les troubles de comportement, vraiment donner des trucs, vraiment quelque chose de pratico-pratique pour que les gens, les intervenants puis les proches aidants puissent améliorer leur quotidien. Puis il y a beaucoup aussi de temps pour partager entre personnes, entre proches aidants. Alors, c'est notre 3e. Les 2 précédents ont été un succès. Donc, les gens ont besoin de se retrouver pour se soutenir. Parlant de succès, la marche également, c'est ce qui fait ce que vous faites aujourd'hui. Pourquoi les gens répondent aussi bien à l'appel? Mais je pense que écoute, il n'y a pas une famille qui est épargnée de la maladie Alzheimer. On a tous un mononcle, une tante, quelqu'un. Des fois, c'est plus proche. Donc, les gens, puis la maladie progresse, c'est très inquiétant. Donc, à quelque part, les gens sont concernés, puis les gens s'impliquent. Il y a plein de belles causes, et l'Alzheimer en est une très belle. Et année après année, on revient au mois de mai, le dernier dimanche de mai, pour faire notre fameuse marche, qui est une activité de financement parmi d'autres. On célébrait en force mercredi le 20e anniversaire des Carrefour Jeunesse Emploi de Carleton et de Bonaventure. Et je me suis déplacé. On regarde le topo. Hey Judith, explique-moi ce qui se passe. Les grandes portes sont ouvertes ici au Carrefour Jeunesse Emploi. Êtes-vous dans le déménagement? Non, en fait, ça fait 20 ans cette année qu'on est ouvert au Carrefour Jeunesse. On a ouvert en 1997. Et puis, ça fait 20 ans cette année. Fait que pour l'occasion, on ouvre les portes au grand public de 7 à 77 ans. Donc, c'est une activité festive aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça fait, ça, le Carrefour Jeunesse Emploi? Le Carrefour Jeunesse Emploi aide les jeunes à améliorer leurs conditions de vie, à s'émanciper. Donc, cette mission-là passe par 5 services différents. On a un service d'orientation, retour à l'école. On a un service de recherche d'emploi, c'est-à-dire si tu as besoin de faire une simulation d'entrevue ou tu as besoin d'un CV, d'aller voir les employeurs. On a un service aussi comme agent de projet. Si tu as des projets particuliers que tu veux de monter une entreprise. On a un autre volet qui s'appelle l'international. Si tu veux aller apprendre l'anglais en Angleterre, faire les vendanges en France, travailler dans le Nord, dans l'Ouest, aux États-Unis, voyage humanitaire, on donne un coup de main aux jeunes. Aller prendre du vin en France aussi, il n'y a pas de problème. Je présume que... Absolument. On aimerait tous y aller, hein? Ben oui, hein? Le budget. Oui. Et le 5e service, dans le fond, on appelle ça le local de milieu, c'est dans lequel on est aujourd'hui ici. C'est des ordinateurs avec Internet haute vitesse qui sont accessibles en tout temps. On peut scanner, photocopier, graver, faire des interurbains. Tout ça, c'est gratuit. Parfait. Et ça s'adresse aux jeunes de 18 à 35? Aux 16 à 35 ans. Parfait. Ouais. Peu importe ton statut, si les jeunes sont sur l'aide sociale, l'assurance chômage, sans emploi, en affaires, peu importe le statut, sans aucune discrimination, tout le monde est bienvenu. Aujourd'hui, explique-moi un peu le déroulement de la journée. Oui, aujourd'hui, les portes ouvertes, dans le fond, on a un petit quiz pour vérifier un peu ce que les gens connaissent sur nous. On peut gagner des prix. Donc, on a une roulette aussi qu'on peut tourner. On a du popcorn, on a des hot dogs gratuits. On a aussi des photos qui déroulent depuis les 20 dernières années. On voit que la mode a changé, les coupes de cheveux ont changé. C'est vraiment drôle. On a aussi une murale qu'on invite les gens à venir voir, à venir illustrer en peinture quelles sont leurs ambitions. Il y a plein de petites surprises comme ça, fait que c'est le fun que les gens viennent prendre contact avec l'équipe et nos services. Est-ce que tu trouves que les jeunes devraient plus se servir du Carrefour Jeunesse Emploi?
Effectivement, parce qu'on a quand même un bon bassin de jeunes ici dans la région. C'est pas tout le monde qui vient nous voir. C'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas besoin, mais souvent on peut dire aussi qu'on est méconnu ou tant qu'on n'a pas besoin, on ne cherche pas nécessairement. Mais c'est vraiment aujourd'hui, c'est l'occasion de venir nous voir puis de faire connaître plus nos services. Et surtout que c'est gratuit. Et tout est gratuit et confidentiel. Profitez-en. Depuis vendredi, on peut poser officiellement sa candidature pour siéger au prochain conseil municipal de sa localité. Et dans la majorité des cas, les candidats qui se présentent, c'est des hommes. Très peu de femmes. Trouvez-vous ça normal? Eh bien, on a reçu dans les dernières heures Ariel Paiement de la table de concertation des groupes de femmes Gaspésie-Île-de-la-Madeleine qui nous parle de l'importance d'une femme dans la politique municipale. On regarde. Bonjour, je voulais commencer par vous dresser un portrait de la situation des femmes en politique ici en Gaspésie puis au Québec. Dans le fond, tout d'abord, je me demande si vous savez environ quelle est la proportion des femmes sur les conseils municipaux en Gaspésie et aux îles. Ici, il s'agit de 33 %. Donc, les femmes sont présentes à 33 % sur les conseils municipaux. C'est environ équivalent à ce qui se passe dans le reste du Québec. On est à peu près à autour de 30-31 % de femmes sur les conseils municipaux. Si on prend cette proportion-là, puis qu'on la divise en deux, on se rend compte que chez les postes de conseillers-conseillères, les femmes représentent 34 % de ces postes-là. Et chez les mairesses, elles sont seulement à 23 % de mairesses. En Gaspésie et aux îles. Au reste du Québec, on voit qu'elles sont en proportion 17 % de femmes. Donc, on a un petit peu plus de femmes ici comme mairesses, mais on se rend compte que, donc, il y a plus de femmes proportionnellement présentes comme conseillères que comme mairesses. Et puis, je voudrais aussi vous amener quelques informations au niveau des dates historiques. Je rappelle que les femmes ont eu le droit de vote au Canada en 1918 et au Québec en 1940. Ce qui est au niveau municipal va varier un petit peu. Les femmes avaient le droit de vote, mais pas nécessairement toutes. Ça dépendait de si elles étaient propriétaires, comme les femmes n'avaient pas nécessairement le droit d'être propriétaires. La situation s'est régularisée dans l'ensemble du Québec là, entre les années 1968 et 1974 environ. Et puis, la première femme à être élue mairesse en Gaspésie et aux îles, c'est Rita Prévost-Whittam, qui a été élue en 1975 à Passepébiac-Ouest. C'était donc aussi la seule en 1975. Ça fait pas si longtemps que ça fait environ 40 ans. Donc, on peut se dire qu'on partait presque de zéro à ce moment-là de femmes présentes sur les conseils. On en est aujourd'hui donc à environ 33 %. On voit qu'il y a une progression. Cette progression-là est assez régulière, mais aussi assez lente. Donc, on n'est pas tout à fait rendu à la représentation paritaire, c'est-à-dire on sait que dans la population, il y a un petit peu plus que 50 % de femmes, et puis là, on est seulement à 33 % dans les instances de pouvoir. Donc, on n'est pas tout à fait rendu encore à la parité. On pourrait aussi parler d'une zone paritaire, c'est-à-dire que les hommes ou les femmes soient représentés entre 40 et 60 %, on pourrait dire que ça serait une zone où là, il y aurait comme une représentation assez égalitaire de chacun des genres, chacun des sexes. Pourquoi c'est important que les hommes et les femmes soient représentés équitablement sur les conseils municipaux? C'est que, dans le fond, on se rend compte que la présence des femmes va... Premièrement, on est en démocratie représentative. Donc, ça serait bien, et ça ajouterait à la légitimité de la démocratie si, effectivement, elle représentait sa population. Ensuite, on se rend compte aussi que la diversité amène une meilleure résilience. Par exemple, dans les conseils d'administration, on se rend compte que les compagnies qui ont un conseil d'administration paritaire ont une meilleure capacité à se remettre des crises. Elles vont être aussi plus productives. Donc, on peut se dire que l'équivalent serait intéressant à avoir dans nos sociétés, dans nos gouvernements. Et puis on pourrait se demander aussi, les hommes, les femmes, quelle différence? Qu'est-ce que ça apporte de différent d'être un homme ou une femme dans une instance de pouvoir? Il faut dire que les femmes, c'est pas nécessairement qu'elles sont... les femmes et les hommes ne sont pas nécessairement naturellement différents, mais dans leur expérience de vie, vont développer des parcours différenciés, donc des expériences différentes. Et puis, ça va amener donc des points de vue différents. Elles vont pouvoir amener des enjeux différents. Et puis, aussi parfois des manières de travailler différentes.
La proportion des femmes qui sont présentes sur les conseils municipaux est égale à la proportion des femmes qui se présentent comme candidates. Et donc, la question, c'est d'inciter les femmes à se présenter. Et pour ça, l'entourage et la population peuvent avoir un grand impact. Donc, je vous invite, si vous trouvez qu'autour de vous, il y a des femmes qui feraient des bonnes conseillères ou des bonnes mairesses, d'aller leur dire, je vous verrai là, puis je vous encourage à vous présenter parce que ça peut faire toute la différence. Alors voilà, ça complète déjà l'Hebdo 4 pour cette semaine. On vous invite à nous faire parvenir vos commentaires via les médias sociaux, également via ces adresses, courriel, par la poste, par téléphone, si vous désirez qu'on couvre votre événement. Là-dessus, passez une excellente semaine, amusez-vous et on s'en parle la semaine prochaine. Salut!